Bienvenue dans mon Ultra au Sahara, un nouveau format hors série de course épique. Le 9 janvier prochain, je m'élancerai pour mon premier 100 miles, 160 km d'une traite, au cœur du Sahara marocain, à l'occasion du Marathon des Sables Ultra, une course inédite lancée pour célébrer les 40 ans du Marathon des Sables. Depuis 5 ans, à travers Course épique, je raconte les histoires des autres. Leurs défis, leurs peurs, leurs victoires. Cette fois, c'est moi qui vais vivre cette histoire et j'ai choisi de vous emmener avec moi. Le désert, il y a quelque chose dans cet environnement qui me touche profondément depuis que je l'ai découvert en 2022. Son immensité, son silence, sa majesté, sa rudesse aussi. Ce défi me terrifie autant qu'il me motive. 160 km sans interruption, l'autosuffisance alimentaire, la nuit qui tombe, la fatigue qui s'installe et avec elle, les doutes qui surgissent. C'est à la fois un challenge sportif majeur à mon échelle et une aventure humaine dont je ne mesure pas encore toutes les dimensions. Cette course donnera lieu à la production d'un documentaire vidéo qui captera l'intégralité de cette aventure, rendu possible grâce au soutien de notre partenaire principal, Kelas Fouga, marque globale de trail, experte de l'ultra-distance et des terrains exigeants. Alors pendant ces dernières semaines avant le grand départ, je vous ouvre les coulisses de cette préparation. À chaque épisode, un invité, un sujet, une facette de ce projet. L'entraînement, le mental, la nutrition, le matériel, mais aussi les peurs, les questions, les moments de doute. Mon Ultra au Sahara, c'est le récit d'une préparation, mais c'est surtout le partage d'un chemin vers l'inconnu. Alors, vous venez avec moi ? Salut à tous, bienvenue dans ce 4e épisode de ce hors-série Mon Ultra au Sahara. Aujourd'hui, on ouvre un nouveau chapitre essentiel de la préparation de ce Marathon des Sables Ultra, à savoir la nutrition. L'effort, pour moi, il va durer jusqu'à 40 heures si tout se passe bien, donc on est en autosuffisance. Il y aura de la chaleur et des conditions relativement extrêmes, donc pour comprendre comment tenir au mieux sur la durée, comment éviter les pièges de la chaleur, comment bien gérer mon eau, mon sel et un peu l'énergie générale sur la course. J'ai la chance de recevoir aujourd'hui quelqu'un qui vit ce sujet au quotidien. Mon invité, c'est Maëlys Osmond. Maëlys, elle est conseillère en nutrition sportive, licenciée STAPS, titulaire d'un master en nutrition du sport. Et chez Oversteams, elle accompagne les athlètes, construit des plans de nutrition et intervient sur les stratégies nutritionnelles des plus grands champions de notre discipline. Oversteams qui par ailleurs m'accorde le plaisir de m'accompagner sur l'aspect nutrition de ce Marathon des Sables et qui va aussi soutenir le documentaire qui y sera associé. Donc avec elle, on va parler de toutes les questions concrètes qu'on se pose quand on doit porter tout son ravitaillement, quand chaque gramme compte, quand on sait que la chaleur peut tout faire basculer à tout moment, gérer les écarts de température, les besoins, être bien à l'écoute sur une distance qui est nouvelle pour moi et sur une durée de course dont je me suis jamais réellement approché. Moi qui ai couru 16 heures, au plus long, ça va être quelque chose de nouveau avec cette cible de un peu moins de 40 heures pour rallier la ligne d'arrivée. Cette conversation, elle est pensée évidemment pour ma préparation, mais surtout aussi pour vous, que vous prépariez une course sur route, un trail de 20 km, votre premier ultra. J'espère que vous aurez aussi plein d'enseignements de cet échange qu'on va mener ensemble avec Maëlys. Allez, je l'appelle de ce pas. Salut Maëlys. Bonjour. Ça va ? Ça va très bien, merci. Et toi ? Ben oui, je suis très content qu'on puisse échanger aujourd'hui. Maëlys, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, peut-être d'où tu viens et puis comment t'es arrivée plus spécifiquement dans le domaine de la nutrition sportive qui va nous intéresser tout particulièrement aujourd'hui? Oui, alors du coup, moi, c'est Maëlys, j'ai 25 ans. J'ai toujours fait du sport depuis très petite et notamment le triathlon que je pratique depuis que j'ai 14 ans. Et c'est un peu mon parcours, on va dire, dans ce sport qui m'a amenée à m'intéresser à la nutrition parce que j'ai eu quelques années un peu à niveau national et en fait, c'est un entraîneur de cyclisme qui m'a fait en fait en prendre conscience puisque j'avais pas mal d'heures d'entraînement, on va dire entre 15 et 17 heures par semaine. Et puis, elle m'a C'est fait pas faire mal une ça, prise oui. de sang. Oui, effectivement, surtout à un jeune âge. Faire une prise de sang faite par un médecin. Et puis on s'est rendu compte que j'avais une carence en fer. Et à partir de là, j'ai dû commencer à noter un peu tout ce que je mange. Bon, il m'a pris en charge, même si c'était juste par ses connaissances d'entraîneur. Et puis, en un an, explosion du niveau, vraiment beaucoup plus à l'aise en fait en ayant corrigé tous ces petits problèmes nutritionnels. Et puis, c'est là que j'ai vraiment compris l'importance de la nutrition pour performer, pour la performance, et que je me suis dit que je voulais en faire mon métier. Est-ce que tu peux nous parler plus spécifiquement de ton rôle au sein d'Oversteam? Donc, tu es conseillère en nutrition sportive. Concrètement, quel périmètre ça couvre? Je crois que tu es pas mal en relation avec les athlètes. Donc, voilà, quel type d'intervention et de relation tu peux entretenir aussi avec eux? Oui, c'est ça. Donc, en premier lieu, les relations avec les athlètes. Donc, on gère en général en visio pour nos partenaires, enfin ceux qu'Oversteam sponsorise.
leur stratégie nutritionnelle avec les produits Oversteams. Donc, je reste dans le cadre de nos produits. Les stratégies avant effort, pendant effort, après effort. On analyse parfois aussi leurs courses ou les problèmes qu'ils ont pu rencontrer en post préparation de course, et aussi éventuellement adapter des utilisations de produits en fonction des problèmes qu'ils ont rencontrés durant l'effort. J'ai aussi beaucoup d'échanges avec eux pour leur retour sur l'utilisation des produits. Ça nous aide, nous, en fait, à s'améliorer, tout simplement, et puis de prendre les contraintes en fonction de certains sports, parce qu'on a vraiment beaucoup de disciplines différentes. Parfois, par exemple, je peux donner un exemple, dans le ski, avec le froid, les produits qui peuvent durcir, ou l'utilisation avec les gants, enfin, parfois c'est difficile. Donc ça nous aide aussi beaucoup leur retour d'expérience sur le terrain. Et puis Est-ce que tu peux citer peut-être, Maëlys, des athlètes de trail plus spécifiquement avec lesquels tu travailles? Moi, j'ai une idée, mais peut-être pour nos auditeurs. Déjà, par exemple, hier, on avait la présence de François Den dans nos locaux. Donc, c'est vraiment notre ambassadeur principal, puisque c'est avec lui qu'on élabore aussi la gamme Ultra. Donc voilà. Et aussi Louison Coiffet, par exemple. Donc on a plusieurs grands noms voilà, dans le trail. Et enfin, ça permet aussi d'avoir un retour de leurs besoins pour nous innover et créer peut-être des nouveaux produits en fonction aussi des tendances, de l'actualité de nutritionnelle dans le haut niveau ou autre, parce qu'on a aussi un peu des sports qui ont pas forcément les mêmes besoins. Je pense au padel, par exemple, qui a pas forcément les mêmes besoins énergétiques que le trail ou l'ultra trail même. Ou même la typologie de pratiquants, j'imagine aussi, les coureurs amateurs qui n'ont pas les mêmes besoins. Vous êtes aussi à leur écoute pour développer des produits spécifiquement pour eux qui sont peut-être pas exactement les mêmes que leur performance. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on essaie d'avoir des gammes et des types de produits qui peuvent toucher tout le monde, et aussi un peu plus spécifiques pour la performance de haut niveau, quoi. Ensuite, quoi d'autre à part les relations avec les athlètes, je forme aussi des revendeurs ou des structures, comme récemment, même s'ils revendent aussi des produits dans les structures de padel, par exemple. C'est le nouveau sport qu'on essaie de toucher, nous, actuellement. Donc, je leur forme sur les bases de nutrition sportive, vraiment les bases générales pour savoir comment faire et quels sont, en fait, les grands nutriments, tout ça. Et puis aussi la composition des produits, qui est essentielle pour comprendre comment les utiliser et comment les vendre, du coup, et leur utilisation vraiment à l'effort. Donc ça, tu as un alter ego sur la partie plus, je sais pas, je vais l'appeler recherche et développement, innovation. C'est pas directement toi, c'est ça, mais tu as un rôle consultatif. C'est ça quand il faut aller créer de nouveaux produits, essayer de répondre au mieux aux besoins. Exactement. J'ai une collègue avec moi à Oversteams qui est vraiment spécialisée en recherche et développement, qui va plus travailler sur la formulation et qui est plus en lien, du coup, avec le laboratoire avec qui on travaille. Et moi, je vais plus reprendre les retours terrain, et puis on est en échange toutes les deux, et puis je vais prendre les tendances, les grandes tendances, et puis lui suggérer, en tout cas, ou suggérer, ainsi qu'à la direction de l'entreprise qui prend les décisions sur les futurs développements, des potentielles idées. Et par exemple, quand on a la venue d'athlètes avec qui on collabore pour des idées, je peux être là aussi éventuellement pour prendre les retours, et puis pour donner d'autres idées que j'ai eues, et puis collaborer avec eux et avancer dans cette direction. En ce moment, vraiment, on travaille dessus, c'est sur la procédure test par rapport à des prototypes, justement, de nouveaux produits, des choses qu'on va sortir, et on va vraiment utiliser nos athlètes ambassadeurs pour faire tester des prototypes avant leur sortie, reprendre leurs retours, faire des formulaires, des questionnaires et des analyses statistiques, et éventuellement apporter des changements, et que les produits sortent pas sur la base de rien, et qu'on ait pris le retour et les attentes réelles. Et je gère aussi un peu ça, toute cette partie-là. Une belle fiche de poste bien complète, c'est bien intense, j'ai l'impression, donc ça va être passionnant. Maëlys, tu veux bien, on va rentrer dans le vif du sujet, plus spécifiquement mon sujet, mais l'idée c'est que nos auditeurs puissent aussi peut-être extrapoler des connaissances sur eux, leurs futurs objectifs qui pourraient se rapprocher de près ou de loin avec le mien. Là, je suis à 4 semaines donc de mon ultra au Sahara. C'est la première fois donc je cours cette distance de 100 miles. C'est dans le désert, mois de janvier. Quelle serait, avant même la course, là, sur les 4 semaines qui me séparent, en plus la période est assez particulière puisque ça échappe à personne, c'est les fêtes, sur quoi moi je dois être attentif dès maintenant sur l'alimentation, et puis peut-être, on sait que c'est une période aussi un peu particulière, les tout derniers jours.
Quelles doivent être un peu mes lignes directrices? Alors, sur le mois qui précède, entre guillemets, les épreuves, que ce soit globalement toutes les épreuves d'endurance, on reste sur une alimentation classique, courante, dont on a l'habitude de consommer pour éviter problèmes digestifs potentiels on essaye de pas abuser de certains aliments qui pourraient justement créer tous ces problèmes-là. Je pense aux produits épicés, très très gras, frits, ou l'alcool en grande quantité en tout cas, et qui pourrait dérégler le système digestif. Sinon, on reste voilà sur une alimentation classique avec tous les composantes alimentaires, histoire d'arriver dans un état nutritionnel le jour de la course idéal. Alors pour les périodes de fête, évidemment, un repas ne va pas absolument tout changer. Ça va pas être drastique. L'attention en fait qu'on va porter, c'est vraiment pas que ce soit sur une période de peut-être 4, 5 jours ou 6 ou 7 et d'aggraver le potentiel risque sur un repas ponctuel pour se faire plaisir, ça reste raisonnable, mais dans tous les cas, rien ne doit être excessif, ça c'est sûr. Un verre d'alcool ou un peu plus de fromage que d'habitude sans rentrer dans l'excès, ça va pas, voilà, Mmh. être fatal, disons. Bon. Et sur les tout derniers jours, il y a des points d'attention particuliers? Sur les tout derniers jours, on va, surtout les 3 jours précédents, on va essayer d'augmenter un peu les glucides pour permettre de faire une période de surcharge glucidique en fait et d'arriver avec nos stocks de glycogène musculaire et hépatique maximaux et donc avoir toutes nos réserves pleines pour le départ. Donc on va essayer d'augmenter un peu soit par l'alimentation, soit il existe de la maltodextrine par exemple Oversteam, ce qui permet ça d'augmenter voilà ces réserves sans trop surcharger le système digestif, mais c'est tout à fait possible de le faire par l'alimentation aussi, d'augmenter un peu ses féculents, même les fruits, toute source de glucides en fait, les 3 jours qui précèdent. Sur les fruits, il y en a à éviter et d'autres à privilégier? Alors, on essaie de diminuer un peu les fibres effectivement sur les jours qui précèdent. Il y a des fruits qui ont plus ou moins de fibres. Après, quand on les mange pas en trop grande quantité, ça reste, enfin surtout quand on est à 3 jours, on n'est pas le jour même de la course, on n'est pas obligé de se restreindre non plus à ce point. Sauf si on est très très sensible peut-être aux troubles Mmh. digestifs, mais sinon ça va pas être forcément trop important. Mais si on veut vraiment être très attentif, on peut regarder la teneur en fibres de certains fruits, effectivement. Sur la partie hydratation, je crois qu'elle est aussi évidemment centrale. Est-ce qu'il y a des recommandations particulières? Est-ce qu'il faut accroître un peu la quantité d'eau qui est déjà au quotidien recommandée? Qu'est-ce qu'il faut ajuster? Il n'y a pas forcément besoin d'augmenter la quantité. On peut rester sur du 1,5 litre, 2 litres par jour, qui sont les recommandations pour tous les jours. Mais effectivement, si on a peut-être normalement, on est censé aussi diminuer un peu la charge d'entraînement ces derniers jours-là, mais quand on a aussi un effort à côté physique, on peut quand même se déshydrater. Donc si on sent qu'on n'a pas forcément beaucoup bu pendant l'effort ou alors qu'on a perdu des électrolytes, ça peut être pertinent d'en rajouter à ces moments-là, ces 3 jours-là, pour aussi être dans un état d'hydratation complet le jour de la course. Mmh. Oui, parce que la phase préliminaire, elle suppose aussi quand même une charge importante. Alors peut-être pas les jours juste qui Voilà, précèdent parce que c'est l'affûtage, mais en tout cas, il y a quand même aussi, on tape un peu plus. Donc j'imagine qu'il faut adapter voilà, c'est ça. aussi son hydratation et notamment les électrolytes qui peuvent contribuer à tout bien mettre en place. On va parler de la course en particulier. Donc elle est peut-être un tout petit peu différente des ultras qu'on a l'habitude de voir. Ce serait quoi, selon toi, les grandes différences, les points d'attention peut-être, et puis les piliers d'un plan nutritionnel pour tenir les 40 heures de course? Moi, c'est la barrière horaire et c'est globalement, si tout se passe comme je l'espère, moi, j'espère terminer et ce sera plutôt plus proche des 40 heures que des 30. Qu'est-ce qui, selon toi, aura un peu l'approche spécifique et comment bien structurer le plan nutritionnel pour cette aventure dans le désert? Alors déjà, la différence avec un ultra classique, c'est que celui-là, il est en autosuffisance, ce qui fait qu'on va avoir un point logistique beaucoup plus important que sur des ultras où on va avoir des ravitaillements ou une assistance et donc en fait, on a moins besoin de se poser de questions sur quoi amener et sur le poids du sac. Euh, les grands piliers vont globalement rester les mêmes, mais avec un peu plus d'attention sur
cet aspect logistique, mais je dirais déjà la régularité des apports. Sur ce genre d'effort, d'autant plus que celui-là nécessite de concilier la logistique et les apports nutritionnels. On va jamais pouvoir couvrir toutes les dépenses qui sont vraiment la dépense énergétique est énorme sur ce genre d'épreuve. Mais l'objectif va quand même être de rester au-dessus d'un seuil qui va être trop bas en énergie et en fait d'éviter la dette énergétique. En fait, donc la régularité des apports, apporter de l'énergie vraiment un peu tout le temps, un peu au fur et à mesure, c'est vraiment crucial pour ça. Ça reste le cas aussi sur d'autres ultras, mais euh, mais là d'autant plus à vraiment calculer ce qu'on amène. Ensuite, dans deuxième, je dirais l'hydratation, valable pour tous les efforts finalement, mais sur ce genre d'effort en plus qui se déroule dans le désert avec des températures assez élevées, la déshydratation peut arriver d'autant plus vite. Et puis, on va devoir compenser en fait les pertes sudorales, notamment aussi en minéraux. Donc, l'eau seule va pas forcément suffire. Et c'est à ce moment-là qu'on va devoir aussi apporter des électrolytes et puis notamment du sodium. Le sodium, ça va être l'électrolyte crucial qui peut amener certains dangers. On va peut-être en reparler. Et puis, du coup, les recommandations seront entre 500 et 750 millilitres par heure au niveau de l'hydratation. Et pour ça, on peut soit utiliser une boisson isotonique ou des électrolytes. Et puis, se servir des bases de vie avec les bouillons et soupes, etc. Et en troisième grande règle, je dirais, pour structurer son plan, c'est de gérer sa lassitude et du coup de bien répartir les différentes sources de glucides ou d'alimentation en fait, pour éviter le risque de se lasser et de plus réussir à manger du tout, ce qui est vraiment l'ennemi numéro un des ultras, de plus pouvoir s'alimenter. En fait, avoir prendre des précautions préalables dans ce qu'on choisit d'emmener pour avoir en fait toutes les sources, varier les produits à la fois en texture, en saveur, pour éviter justement ce serait un gros désagrément quoi. Et ça veut dire qu'il faut le faire dès le début, en gros, cette diversité, même si on sent en capacité, je pense que là, le grand classique, c'est d'en avoir assez vite marre du sucré et des glucides. Est-ce que ça veut dire dès le début mitiger tout ça et alterner à la fois voilà, le salé et le sucré et puis les textures, ou c'est aller au bout de ce qu'on peut en apport de glucides, de sucre, de format type gel, etc. Et ensuite basculer sur autre chose, ou faut dès le début avoir cette alternance? Je pense que ça doit dépendre des préférences et de sa propre tolérance, mais moi je dirais quand même d'essayer d'anticiper cette saturation plutôt que de la subir et après d'avoir le risque de même si on a des choses salées, mais les glucides ça reste l'énergie principale du corps, donc on peut en avoir besoin. Dans les produits salés, du coup on diminue forcément la partie glucides. Donc essayer d'alterner dès le début, que ce soit au niveau texture et saveur et sensation en bouche. Ça permet voilà de décaler au maximum, voire d'éviter complètement cette lassitude et de pouvoir apporter un peu de tout au long. On a parlé de l'impact de la chaleur, notamment sur l'hydratation. Sur l'alimentation, ça peut avoir quoi comme effet, la chaleur? Est-ce que ça fait évoluer les usages, les besoins? Qu'est-ce que ça, physiquement, ça peut générer? Alors déjà, la chaleur, ça augmente la dépense énergétique puisque le corps essaye de se réguler, essaye de diminuer la température corporelle. Ensuite, ça augmente la quantité de transpiration et forcément donc la quantité d'électrolytes et donc le risque de déshydratation. Donc, d'autant être beaucoup plus vigilant sur la quantité bue. Et puis, ça peut aussi causer des augmentations de troubles digestifs parce que la chaleur peut rendre la digestion plus difficile, disons, avec une diminution de la vidange gastrique ou quand le corps en fait utilise tout le sang pour les muscles, en fait il donne moins de sang à l'intestin, donc il y a une redistribution sanguine et quand elle est en plus utilisée pour diminuer la température corporelle, il y a une augmentation encore de cette redistribution sanguine et encore plus de troubles digestifs possibles. Donc il y a tout ça à prendre en compte qui peuvent, dans tous les cas c'est le cas à l'effort, mais qui sont en fait majorés par la chaleur. Il y a un cas de conscience qui est compliqué pour moi et qui est peut-être pas simple à répondre aussi pour toi, mais on le sait, l'autosuffisance, donc c'est le sujet du poids, donc il faut voir à quel point le fait d'être chargé peut être contre-productif sur l'effort et la dépense énergétique. Donc il y a des choix assez radicaux à faire si on veut pas partir avec tout ce qu'on devrait en théorie être en capacité de porter. C'est quoi les fondamentaux, en fait, par quoi je dois commencer et qu'est-ce que
je dois construire pour avoir le socle minimal pour essayer de couvrir au mieux, même si j'imagine que c'est un peu spécifique et propre à chacun. Mais si la théorie veut que j'emmène l'équivalent de n'importe quoi, 20 gels épurés, mais que je peux pas physiquement, comment est-ce que où est-ce que je dois placer mes pions pour avoir lissé au mieux tous mes apports? Effectivement, en théorie, sur un ultra, on a un grammage de glucides théorique, on essaie d'atteindre 60 à 90 grammes par heure. Sur ce genre d'épreuve, ça va clairement pas être possible parce que le volume dans le sac serait beaucoup trop important. On va forcément baisser ce grammage, euh, se, se, se concentrer sur, on va dire, ses préférences nutritionnelles. Euh, Moi, j'aurais tendance à mettre un bon pourcentage de mon poids sur les boissons isotoniques parce que ça permet à la fois l'hydratation et l'apport de glucides et donc de calories. Donc, ça fait un 2 en 1, disons, au niveau du poids. Mhm. Et après, de répartir en fonction de mes préférences, soit barre, soit gel sur le reste, sans oublier donc les repas un peu plus consistants lyophilisés. Et puis tout peser pour gérer un pourcentage de poids de sac et gérer qui va où donc en fait moi, je multiplierais en fait mon nombre de gel par le poids du sachet et jusqu'à arriver au poids total Un poids tolérable. pas tolérable et puis en apporter le maximum. J'aurais envie de dire d'essayer d'avoir au moins 30 grammes par heure, c'est un minimum de survie, voire 45 si on peut, Mhm. pour être à l'aise sur toute la distance et de se servir Donc là, c'est quoi? C'est aussi. l'équivalent pour traduire en produit? C'est l'équivalent d'un gel, d'une Oui. purée, d'une barre pour. Ça dépend forcément des marques. Chez Oversteam, c'est l'équivalent d'un 500 millilitres, donc un stick de boisson isotonique d'Hydrixir Ultra, c'est 31 grammes de glucides, quasiment Mhm. d'un gel parce que les gels sont à 26 ou d'une barre Ultra qui est à 28 par exemple. Donc c'est vrai que c'est assez facile, disons, si on arrondit tout à 30 de un produit. En fait, c'est un produit par heure. Soit on peut le faire sous forme Mhm. liquide, soit on peut le faire sous forme semi-liquide avec le gel, ou la purée. Nous, la purée, elle est qu'à 23 et la purée, elle est à 90 grammes. Donc là, le ratio calories-poids n'est pas forcément pertinent pour ce genre d'effort. Et puis ou solide avec les barres qui sont vraiment variées en texture et en goût. Donc là, si en admettant que je sois extrêmement musclé du dos, la théorie voudrait que je prenne de 40 jusqu'à 60 produits, si on part de l'hypothèse que c'est à peu près 30 grammes, quelle que soit la forme et la typologie de produit, et qu'on arrondit à 30. Tu dis qu'il faut à peu près entre 30 et 45, donc ça entre 1 et 1,5 par heure, quoi, en gros. C'est ça, sachant qu'on peut compter tous les 30 kilomètres la base de vie avec les soupes, les fruits secs et les gâteaux. On peut dire qu'on peut s'enlever un petit peu sur ces heures-là où on va pouvoir gratter un peu. Et on va aussi avoir besoin quand même de se recharger un peu plus avec des repas peut-être un peu plus complets euh, toute la fin, en chaque fin de journée, disons, ou début de journée, début de nuit, pour Ça, c'est combien compenser. selon toi, là, des repas un peu plus complets du type lyophilisé? Ce serait quoi Lyophilisé. l'idéal en fréquence sur les 40 heures? Ça, c'est vraiment qu'une proposition de ma part. Après, je pense que c'est aussi en fonction des préférences et des tolérances de chacun. Une possibilité auquel j'avais réfléchi, c'est sur ton temps, toi, de 40 heures, par exemple, ça, tu m'avais dit que c'était une journée, la première journée, une nuit, une deuxième journée et un début de nuit. Donc, ça serait de faire, de passer toute la première journée, de faire une sorte de dîner de première journée et de passer toute la première nuit, puis de faire un petit déjeuner de matin, de début de deuxième journée. Et puis un troisième dîner avant de repartir pour la nuit et l'arrivée. Ça permet D'accord. de structurer aussi en étapes, entre guillemets. Donc psychologiquement, ça fait du bien parce qu'on a aussi ce problème de lassitude et le psychologique. Enfin, la nutrition, elle joue beaucoup sur le psychologique, sur le mental, donc ça fait beaucoup de bien. Et puis de se recharger vraiment plus en profondeur avec des glucides complexes qui sont pas forcément tout le temps présents dans les produits d'effort et un peu de protéines aussi. Donc c'est pour moi vraiment important de les intégrer dans la stratégie. Donc, pas au déjeuner, en tout cas, le deuxième jour, le matin et fin de journée. C'est à placer C'est en ouais. fonction des préférences, mais ça reste des points clés qui me semblent cohérents. Après, en apporter un quatrième, c'est en fonction de, je pense, des Mhm. volontés de poids.
Est-ce qu'il y a des aliments là à privilégier dans ces là sur des formats plus lyophilisés? De manière générale, ils sont tous globalement bien constitués. Il y a pour environ 100 grammes de sachet, on a entre 400 et 500 calories sur quasiment tous les repas. De manière générale, je pense que ça, c'est vraiment des repas plaisir qui doivent faire envie. Et je pense qu'il faut le choisir en fonction des préférences et le repas réconfort, en fait, qui va faire reset un peu au cerveau et qui va faire repartir le corps et le mental. Et dans la continuité là de ces aliments réconfort, quelle place pour les choses qu'on picore un peu plus, tu vois, les bonbons, les saucissons, les noix de cajou. Moi, quand j'avais fait le MDS Legendary, je me souviens, j'avais le droit, parce que c'était un peu ça, il y avait toujours cet arbitrage du poids, je crois, 2 crocodiles Haribo par jour, et je sais pas, 6 ou 7 noix de cajou, et c'était vraiment je pense, un demi-saucisson, c'était des réjouissances totales. Est-ce que ça peut être contre-indiqué, ou est-ce que la contre-indication théorique est largement compensée par le bénéfice psychologique? C'est pas contre-indiqué et moi je pense que c'est même vraiment très important parce que oui, le bénéfice psychologique est énorme et surtout sur ces petites noix de cajou salées ou saucissons qui en fait vont permettre de couper la saturation du sucré. Ils ont vraiment leur place dans la stratégie. Même sur des produits énergétiques mais salés, ils sont, enfin je l'ai dit au début, mais ils sont vraiment recommandés parce que cette saturation du sucré, elle est bon, plus ou moins forte chez tout le monde, mais elle est quand même globalement universelle et ça permet vraiment de tenir dans la distance et pouvoir s'alimenter le plus longtemps possible. En fait, c'est vraiment la règle pour les ultras. Est-ce que sur les repas là un peu plus conséquents, est-ce qu'il y a une logique, elle est calée sur ce qu'on a pour habitude d'être les déjeuners, les petits déjeuners, les heures de dîner, ou est-ce que c'est plutôt vraiment en fonction de la course, des besoins, on est à une base vie à ce moment-là et donc c'est opportun? Est-ce qu'il y a un espèce de cycle naturel à essayer de préserver, ou est-ce que c'est vraiment plutôt au regard du contexte? Je pense qu'on peut se fier beaucoup à ces sensations pour ça, mais qu'en même temps, garder une sorte de cycle jour-nuit, alternance et dîner, petit déjeuner, ça permet aussi de couper les journées et d'avancer et de rester dans une logique d'apport construit, on va dire, et de pas se perdre un peu aussi sur l'espace-temps et sur ces apports parce que des fois on est un peu moins lucide et on comprend plus trop. Donc, je pense que ça permet de structurer effectivement l'avancée de la course, de bien, enfin, d'avoir des apports qui sont construits et logiques. Est-ce qu'il y a des choses qui seraient différentes la nuit et le jour, avec le contexte de chaleur, des choses à privilégier ou pas selon l'instant de la journée? Alors la nuit, le point de vigilance, c'est souvent comme les températures baissent, on peut avoir moins soif et donc moins s'hydrater. Même sous chaleur moins élevée, les besoins hydriques restent quasiment les mêmes. On transpire quand même. On transpire des fois même autant. Si on a froid, de remonter le corps que d'essayer de le baisser. Donc il faut pas ne moins boire. Ça c'est vraiment quelque chose qu'on remarque souvent, c'est une baisse de l'hydratation. Ça faut être vigilant là-dessus. On peut aussi avoir une fatigue mentale supplémentaire. Donc il y a certains produits qui contiennent de la caféine qui peuvent être utilisés à ce moment-là parce qu'ils vont permettre d'augmenter la vigilance, l'attention, la concentration. Donc ça peut être le moment de les utiliser du coup pour les Il parties faut être plus nocturnes. parcimonieux là sur la caféine? Il faut être plus parcimonieux parce que il y a des doses maximales autorisées. En fait, c'est 100 milligrammes 200 milligrammes en une prise et 400 milligrammes espacés sur la journée. Donc, il faut compter un D'accord. peu là où on en est, on va dire. Intéressant. Et sur la partie salée, moi j'ai entendu beaucoup de choses très différentes et donc en lien avec l'hydratation. Je sais que sur le marathon de la Sable Legendary qu'on a fait il y a 2 ans, on avait des pastilles de sel qui nous étaient remis au début de la semaine. J'ai entendu que c'était pas très souhaitable, ça faisait des pics. Enfin voilà, comment est-ce qu'il faut gérer l'apport en sel? Est-ce que ça passe par justement la nutrition et les produits Overseam que j'aurai avec moi? Est-ce qu'il y a d'autres façons de l'aborder? Moi j'avais beaucoup aimé les bouillons aussi sur mon précédent marathon des Sables Légendaires. Donc comment est-ce qu'il faut gérer cet apport en sel? L'apport en sel, il doit être progressif, il doit se faire en continu. Souvent, maintenant, les boissons d'effort en contiennent. Donc, quand on boit en continu, ça permet d'apporter ces électrolytes-là, enfin, le sodium dont on parle là. Et puis, ou alors si on prend de l'eau plate, un sachet ou une pastille d'électrolytes à ajouter dans l'eau.
Les recommandations, c'est entre 300 et 600 milligrammes par heure. Donc, soit par exemple, pour les produits Oversteams, le produit électrolyte ou les Drexcier Ultra sont dans cet intervalle. Fourchette là, oui. Voilà. Donc, que l'un ou l'autre permet de combler donc ce besoin, si on a l'un ou l'autre par heure. Si on boit, du coup, les 500 millilitres complets de la dose, quoi. Quels sont les symptômes auxquels je dois être attentif, qui peuvent être des signes que en termes d'alimentation ou d'hydratation, il y a des choses qui sont en train un peu de se dérégler? Est-ce qu'il y a des symptômes physiques qui doivent déclencher chez moi un réflexe et me faire prendre conscience de choses à adapter? Déjà, un ressenti de fatigue anormal, vraiment un gros coup de mou, pas juste vraiment dû à l'effort, mais vraiment une baisse de régime très importante. Là, ça peut être symptôme d'une hypoglycémie, par exemple, et donc un manque en fait d'apport glucidique, ou même d'une déshydratation. Donc là, ça peut être, si c'est soudain, assez brutal, ça peut être un signe à prendre en compte. Là, au niveau des hydratations aussi, la couleur de l'urine, c'est un bon indicateur pour si les urines sont foncées, pour savoir si on boit pas assez, et ça peut être assez grave. Donc ça, faut bien veiller à ça aussi. Par rapport à l'hypoglycémie, ça peut aussi être une baisse de lucidité, vraiment un gros manque de concentration ou des hallucinations, etc. Si on a un dégoût alimentaire ou quelque chose qui passe vraiment plus, donc des nausées ou un fort problème digestif, là, c'est aussi un signe du corps d'une alerte entre guillemets. Là, il faut sans doute, essayer de pas justement que ça soit irréversible, qu'on n'arrive plus à s'alimenter ou qu'il y ait des vomissements qui peuvent aussi du coup derrière créer la déshydratation et que bon, ça soit la boule de neige qui soit un peu catastrophique. Et une boule de neige dans le désert, c'est rare. C'est vrai, une boule de sable alors. euh, Donc trouver une solution en fait pour pallier à ça assez rapidement, donc pour relancer l'envie. Donc en général, il faut ralentir la l'intensité de l'effort, peut-être marcher pour en fait relancer l'apport de sang dans le système digestif et avoir moins de chocs aussi. Parfois les chocs de la course à pied causent ces troubles digestifs là aussi. Et puis du coup trouver ce qui nous fait plaisir pour relancer l'envie de manger. Euh, Quel autre symptôme? Il peut y avoir les crampes. Les crampes aussi, ça peut être dû à un manque de sodium, par exemple. C'est multifactoriel, les crampes, c'est pas forcément que ça la cause, mais ça peut être la déshydratation ou le manque de sodium. Oui, pas mal de signaux auxquels il faut être attentif. Est-ce qu'il y a un risque à boire trop? J'ai déjà entendu ça. Oui, et oui, effectivement, il y a un risque à boire trop, notamment de l'eau plate qui diluerait en fait il y aurait pas assez de sodium par rapport à la quantité d'eau, et donc on appelle ça l'hyponatrémie. Et là, ça peut être assez grave si on a trop d'eau par rapport au taux de sodium. Il peut y avoir des maux de tête, des nausées, et puis même plus gravement des convulsions et coma si on parle de, de vraiment grande gravité. Donc il faut quand Merveilleux. même, il faut vraiment être vigilant à ne pas trop boire, surtout si on n'apporte pas d'électrolytes. Et si on boit trop avec des électrolytes, c'est l'inverse, c'est l'hypernatrémie. Hmm. Et donc là, c'est les signes plutôt d'une surcharge de sel et plutôt soif intense, sécheresse. Bon, c'est plus rare dans ce sens-là que dans l'autre, surtout dans le désert, mais ça peut arriver quand même. Gonflement, rétention d'eau, etc. Là, l'idée, j'imagine, comme toujours, c'est de tout tester avant. Je voudrais évidemment valider l'approche, tester les produits. Faut rien découvrir sur place. C'est ça le meilleur conseil en amont que tu puisses me donner? Effectivement, tester Même si je peux pas sa répliquer les stratégie. conditions du Sahara. Ouais. Non, tester sa stratégie à l'effort, c'est vraiment le point numéro un qu'on répète en nutrition du sport. Mais effectivement, on peut pas reproduire à l'identique les conditions en général de son épreuve, surtout là dans le Sahara, au niveau des conditions climatiques, on peut pas reproduire la température forcément. Après, on peut s'en approcher le plus possible. On peut essayer de faire les sorties les plus longues qu'on peut, sans bien sûr faire les 40 heures au préalable. C'est pas le but non plus. Pour permettre de voir en fait si les produits passent à la fois au niveau du temps d'effort, parce qu'ils peuvent passer peut-être pendant 6 heures et puis 10 heures ou 15 heures, ça passe plus du tout. Autant au niveau digestif, parce que plus l'effort avance, plus la digestibilité peut poser problème.
autant au niveau appétence, quoi. Parce que pareil, au niveau du dégoût, ça peut aussi, ça peut bloquer aussi. Et on peut aussi reproduire un peu les conditions énergétiques, disons. On peut essayer d'aller courir dans le sable ou dans des sentiers un peu semés d'embûches, irréguliers, pour, euh, pour, euh, pour s'approcher au plus, quoi, de ça. Et parce que c'est vrai que les chocs et ces parcours un peu instables, ça peut jouer sur les troubles digestifs. Donc, si on essaye de limiter, de limiter, je veux dire, limiter, pas limiter, mais voilà, À l'apostrophe, voilà, ouais. l'apostrophe, on peut essayer Mm. de voir ce que ça donne. En guise de conclusion, Maëlys, là, il y a peut-être un premier conseil un peu fondateur et universel sur tester en amont. Quels seraient les conseils que tu pourrais à la fois me donner qui sont applicables dans des conditions assez spécifiques à cette course, mais de manière plus universelle pour nos auditeurs sur bien gérer de manière générale sa nutrition, sur un effort, qu'est-ce qu'il faut réussir à bien faire? S'il faut réussir à bien faire, avoir un apport régulier et dès le début de l'effort, surtout pas attendre de ressentir un petit coup de mou pour commencer à manger. Fractionner le plus possible, même si on commence à avoir un début de difficulté à s'alimenter, vaut mieux un tout petit peu que rien du tout. Donc, vaut mieux fractionner en plein de petites prises que manger une grosse fois. Surtout au sein de l'effort, là on parle pas vraiment qu'on fait des pauses. C'est un peu la même chose pour l'hydratation. Il faut aussi que ça soit régulier et fréquent par petites gorgées et pas attendre d'avoir soif parce que c'est souvent trop tard. Et puis, ne pas oublier d'ajouter des électrolytes pour tous ces petits problèmes dont on a parlé juste avant. De manière générale, anticiper au lieu de réagir, c'est dans tous les domaines, que ce soit l'énergie ou l'hydratation ou même l'écœurement, c'est crucial pour toutes les distances. Et puis, enfin, peut-être, je dirais, ne pas rester dans un plan énergétique ou nutritionnel fixé qu'on s'est fait à l'avance, qui ne fonctionne plus. Et c'est vraiment s'écouter et s'adapter au moment, écouter son corps et ses sensations. Merci beaucoup, Maëlys. C'est très précieux là tout ce que tu as pu partager avec moi. Je pensais à toi souvent, je pense, sur la course quand je vais me faire des nœuds au cerveau pour réfléchir. Déjà, je pense au moment de préparer le sac, il va y avoir enfin, sortir la calculatrice pour faire les bons choix. Et moi qui habituellement pars hyper chargé parce que j'aime bien avoir le choix justement face à l'imprévisible, me dire de quoi je peux avoir besoin. Donc autant emmener un frigo entier dans mon sac à dos, même pour 30 km. Et puis comme ça, au moins, j'aurai le choix et puis je reviendrai avec les 3/4 des choses que j'ai amenées. Là, ce sera pas possible. Donc voilà, je vais essayer de faire au mieux. Merci pour tes conseils précieux en tout cas. Et merci aussi à Eversteams de me soutenir dans ce beau projet. Je suis très content de vivre cette aventure avec vous. Je te raconterai tout ça dans un mois, un peu plus, quand je reviendrai. Bah oui, avec plaisir. Merci Je te beaucoup pour remercie ta pour ton confiance. temps. À bientôt, Maëlys. Merci. Salut. Merci beaucoup pour cet échange passionnant, Maëlys. J'ai appris vraiment beaucoup de choses. C'était très intéressant. Il y a plein de notions que j'avais en tête, mais c'était chouette de les mettre en perspective aussi avec la spécificité de cet effort. Et puis il y a aussi quand même plein de choses que j'ai découvertes. Merci encore pour ton temps et pour cet échange. Ce qui ressort et que peut-être je mesurais pas à sa juste hauteur, c'est un peu comme sur le Legendary, le format par étape du marathon des sables. Il y aura quand même des arbitrages à faire sur le poids et sur les apports notamment glucidiques sur la course. Donc, de ce que je comprends, ça va quand même être compliqué d'emmener tout ce dont j'aurais naturellement besoin. Donc, il va falloir être très malin. Je pense qu'il y a des jolies heures devant un petit tableur Excel qui m'attendent là pour être sûr de bien optimiser le poids et les choix et puis un peu essayer d'anticiper quels pourraient être mes besoins tout au long de ces 40 heures parce qu'il n'y a pas de plan B. En gros, on peut utiliser que ce qu'on a au moment où on part. Donc, il faut un peu imaginer avec le plus de finesse possible les scénarios possibles. Donc, je vais m'atteler à ça et profiter de ces jours entre les fêtes là pour regarder de plus près et commencer à sortir la calculatrice pour faire les choix les plus éclairés possibles. Donc, ça va être l'occasion de mettre tout ça à plat. On est aujourd'hui le jeudi 18 décembre, au moment où j'enregistre cet épisode. On est à 3 semaines tout juste du départ, donc j'ai aussi plus de visibilité sur le départ. J'ai un peu tardé à travailler sur l'acheminement vers la ligne de départ. En réalité, on va être obligé de partir la veille de ce que j'imaginais. Donc le départ va se faire le jeudi 8 janvier en direction de Casablanca et ensuite on ira à Errachidia dans la foulée le soir même. Errachidia, on va passer la nuit pour se rendre ensuite à Erfoud
le 9 qui est vraiment le point de rendez-vous, là, le moment où démarre le marathon des salles. Donc le 8, je pense qu'on va raccrocher la navette qui sera à l'aéroport des Rachidia qui va récupérer tous les concurrents, sachant qu'on a une période de l'année où finalement il n'y a pas de vol direct depuis Paris. Donc je pense que tout le monde est plus ou moins obligé de faire la même chose que nous, de transiter par Casablanca et de dormir peut-être la veille à Rachidia avant de rejoindre Airfood. L'idée, évidemment, c'est de s'économiser et d'essayer de pas de faire trop de déplacements, et notamment la nuit, ou de profiter de notre arrivée à Erachidia pour aller directement se mettre au lit et pas faire de la route peut-être tard dans la nuit pour accumuler trop de fatigue à 2 jours du départ. Et pour le retour, ce sera la même chose. On va transiter là encore par Casa. On est obligé de rester un jour de plus parce qu'il n'y a pas de vol d'Erachidia à Paris ni à Casa le jour où on terminera le marathon des sables. Pour vous parler de l'aspect sportif, donc vous l'entendiez dans le dernier épisode pour ceux qui l'ont écouté, j'étais en plein bloc avec un enchaînement qui était assez costaud et qui s'est terminé par une sortie de 4 heures le samedi avec un lest de 3 kilos, donc le sac chargé de paquets de coquillettes dans le dos, et ensuite rebelote le samedi, mais 3 heures cette fois, sachant qu'il y avait eu donc 2 fois 1 heure et demie sur les 2 jours précédents. Donc ça fait rapidement calculer là, mais 10 heures à peu près de courses réparties sur ces 4 jours-là, et sachant qu'il y avait déjà une sortie de 2 heures et demie en début de semaine. Donc là, j'étais content de retrouver 2 jours de calme, là, lundi et mardi. Donc c'était la période d'assimilation, et ça tombait bien puisque c'était le début du tournage du documentaire qu'on va consacrer à cette aventure au Marathon des Sables Ultra. Je vous en ai pas parlé beaucoup jusqu'à maintenant, mais je suis très excité par ce projet. Ça va donner une nouvelle lecture, et puis ça va être un pas en avant pour Course Épique et une nouvelle dimension avec un projet vraiment de film autour de cette aventure. Donc je vous tiendrai au courant un peu de la façon dont tout ce projet-là avance, mais c'est quelque chose qui va être très excitant à faire et à partager avec vous. On a été donc à partir de lundi avec Valentin Orange qui réalise ce documentaire. Valentin, je ne sais pas si vous le connaissez, il a déjà produit notamment le film qui était consacré à Perrine Fage, qui avait été salué au festival Le Trail fait son cinéma. Ça avait été le prix du public en 2024. Il a aussi fait un très beau documentaire sur Sangue Sherpa, notamment. Donc voilà, il a plein de choses et de belles choses à son actif. Il a déjà réalisé aussi des épisodes de Course Épique. Quand j'avais été échangé avec Vincent Bouillard au printemps dernier, par exemple, c'est lui qui était aux commandes sur la partie vidéo. Donc on travaille sur ce projet de film, et donc on a donné le coup d'envoi du tournage ce lundi. On a donc consacré le début de semaine et les 3 journées de lundi, mardi et mercredi au tournage de ce documentaire. Donc je vais pas tout dévoiler ici. Ce que je peux vous dire juste, c'est qu'on a été en dehors de Paris pendant 1 jour et demi pour aller tourner des premières images. Et ensuite, on est revenu à Paris après avoir enregistré notamment le premier intervenant de ce documentaire. On a fait des plans extérieurs et on est revenu hier dans notre bien jolie capitale pour faire des plans complémentaires et des interviews additionnelles. Donc voilà, tout ça est en train de se mettre en œuvre, mais ça devient très concret, et je suis déjà très très heureux de voir les toutes premières images prendre vie. J'ai vraiment une confiance absolue en ce que Valentin va faire de ce récit. Donc ça va être une très belle expérience. J'aurai évidemment l'occasion de vous en reparler à de nombreuses reprises. Tout ça pour dire que donc l'agenda finalement était plutôt bien tombé avec ce début de semaine marqué sous le signe du repos d'un point de vue sportif. Ça a été l'occasion de bien récupérer, de se consacrer pleinement à ce projet de documentaire et au premier jour de tournage. Le mercredi, c'était le moment de la reprise pour moi, et notamment d'aller faire des marches. Donc, on a en profité pour cumuler et donc de tester cette séance de marche. J'ai pu essayer pour l'occasion là mon sac Kelas qui me servira pendant la course avec tout le reste de l'équipement. J'ai été vraiment hyper convaincu par le maintien, et j'ai même oublié que je portais 3 kilos sur le dos. Donc ça, c'est toujours bon signe. Donc c'était très confortable, et je suis très content de cette expérience avec ce sac et globalement l'équipement que j'ai pu mettre à l'épreuve là ces derniers jours. Donc pour ce qui est du programme de la semaine, j'ai eu donc cette séance de marche hier. Je dois faire aujourd'hui 1 heure et demie, et demain j'ai 2 heures. Ensuite samedi, il y a le Culture Épique, les événements qu'on organise à Paris avec Germain de Culture Run. Donc là, il y a 7 kilomètres qui sont imposés le samedi matin. Donc j'ai dû un peu ajuster avec Laurence le planning en conséquence. Résultat, dimanche, je vais faire 4 heures avec le sac à nouveau. Lundi 22, 3 heures de marche active. Et mardi, 2 heures et demie de sortie longue. Et le 24 décembre, c'est déjà Noël puisque ça va être repos. Et je ne sais pas exactement encore de quoi la suite sera faite. J'imagine que le programme va tendre progressivement à s'alléger. Mais voilà, j'ai encore ces 2 mini-blocs avec une deuxième partie un peu plus soutenue là à partir de dimanche. Mais je pense qu'on touche au but et que globalement, là, le volume va redescendre de façon assez significative dans les jours qui arrivent.
La course est donc dans 3 semaines. Je suis toujours dans cet état de sérénité là que je connais depuis quelques semaines maintenant, même si physiquement ça dure. J'ai l'impression de bien rentrer dans ma course, d'être concentré, d'avoir envie. La période de fête, finalement, ça tombe assez bien. Ça va être une période un petit peu plus calme au travail, donc ça va être aussi l'occasion de bien pouvoir me reposer, me consacrer à ce projet-là. Donc la motivation est là. Et comme la course est suffisamment loin et qu'elle est dans 3 semaines, je ne sens pas encore la pression trop forte de l'immédiateté du départ, mais je suis sûr que je vais me faire reprendre et que mon discours sera très différent dans les prochains épisodes de ce hors-série, mon ultra au Sahara. En tout cas, je me réjouis à l'idée de partager avec vous encore dans les prochains épisodes de ce format hors-série la suite de mes préparatifs pour ce marathon des sables ultra. J'espère que vous prenez autant de plaisir que moi à partager ces moments d'avant-course. Je vous souhaite à tous de très belles fêtes. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. On se donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Course Épique. Ciao! Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de mon Ultra au Sahara. J'espère qu'il vous a plu. Merci aussi à notre partenaire principal, Kelas Fouga, ainsi qu'à Oversteams, partenaire de ce projet. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. À très vite!